Donc, on poursuit le travail sur les molécules. J'attends de savoir comment les choses vont être mises de manière officielle par rapport à ce qu'a dit le ministre. Mais si vous avez entendu, il a l'air de dire que finalement, ce qu'on est en train de faire, ça va continuer à être la règle, vraisemblablement jusqu'aux vacances de février, mais ce n'est pas encore tout à fait sûr. Donc, j'attends d'avoir la décision officielle de manière à prévoir quand est-ce qu'on va faire vos contrôles. Parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de contrôle et il faut bien que ça avance. Donc on était dans le paragraphe 5 sur les molécules. 5 ou 6? J'ai un doute. 6? Merci. Et donc je vous rappelle l'idée de base. L'idée de base, c'est la liaison covalente. J'ai introduit ça avec l'atome de carbone, avec ses 6 électrons, qui le placent dans la situation un petit peu difficile concernant la règle de l'octet, parce qu'il a 4 électrons célibataires sur sa couche périphérique, et que 4 électrons célibataires, ça l'empêche de faire un ion. Alors, vous vous rappelez, on peut prendre, on peut prendre ou perdre de 1 à 3 électrons, ce qui fait que quand on a 4, on peut ni en prendre ni en perdre. Ou plus exactement, ce n'est pas qu'on ne peut pas en prendre ou qu'on ne peut pas en perdre, c'est que si on en prend, on n'en prendra pas suffisamment, et si on en perd, pareil, on n'en perdra pas suffisamment. D'où l'autre méthode qu'on appelle liaison covalente. Et la liaison covalente, ça commence exactement de la même manière que quand on fait un ion, c'est-à-dire que vous avez deux atomes qui vont se rapprocher, rejoindre un électron célibataire, sauf que dans la partie ionique, les deux atomes se rapprochent, ils mettent leurs électrons célibataires l'un à côté de l'autre, et puis ensuite ils se reséparent, et il y a un atome qui a récupéré un électron, ça lui fait son doublé, et puis un atome qui a perdu son électron, et en général ça l'arrange. Donc, l'idée ici, je vous avais pris ça à partir de l'atome d'hydrogène, parce que l'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple. Donc, c'est celui qui permet de faire un petit peu tout ce qu'on veut au niveau chimique. C'est que le carbone se rapproche de l'hydrogène. Il se rapproche suffisamment pour venir faire un choc au niveau de son électron célibataire. Et au moment du choc, les deux électrons célibataires forment un doublé, sauf que ni le carbone ni l'hydrogène peuvent repartir après. Aucun des deux n'a suffisamment de force pour arracher l'électron à l'autre. Donc du coup, ils restent liés. C'est ce qu'on appelle une liaison covalente. La mise en commun par deux atomes d'un électron célibataire de leur couche périphérique pour faire un doublé qui appartient aux deux atomes. Avec l'idée importante, c'est que le doublé appartient aux deux atomes. Donc mon atome d'hydrogène, lui, il a ses deux électrons sur la couche périphérique. Vous vous rappelez, il fait partie des 5 atomes dont la couche périphérique est la couche K, donc deux électrons, lui, ça lui va bien. Et l'atome de carbone, il a gagné un électron. Il en manque encore 3, mais il a gagné un électron, il est content. Oui. Alors, il va y avoir plusieurs solutions. Dans le cas qui est ici, l'atome d'hydrogène étant beaucoup plus petit que l'atome de carbone, en fait, les électrons vont continuer à tourner autour de l'atome de carbone et l'hydrogène va suivre. Donc, quand on regarde la molécule, vous avez les atomes d'hydrogène qui tournent autour, exactement comme les électrons le faisaient. Donc, je vous avais montré la molécule que l'on peut faire avec le carbone et des hydrogènes, donc la molécule dite de méthane. Voilà, ça tourne. D'autres questions? Quelque part, ça nous aide un petit peu à voir comment fonctionne le système, parce que c'est plus facile de voir l'atome d'hydrogène que de voir des électrons. Donc ça nous aide à la compréhension de la molécule. Je crois qu'on s'était arrêté là, avec les petites propriétés sur l'écriture du symbole de la molécule. Donc je juxtapose les symboles des atomes, en l'occurrence ici le carbone et l'hydrogène, et je mets en bas et à droite le nombre d'atomes présents dans la molécule. J'ai un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène. Avec la même remarque que celle que je vous avais faite pour les ions, à savoir que quand on a un exemplaire de quelque chose, on n'écrit pas le 1. D'où l'écriture CH4. Vous retrouvez la même idée pour la molécule d'eau. Quand je fais H2O, en fait c'est H2O1. Et je crois vous l'avoir dit aussi, le juxtaposer les atomes, c'est juxtaposer. Il n'y a pas d'ordre imposé.
Donc que j'écrive CH4 ou que j'écrive H4C, c'est pareil. Alors on a beaucoup l'habitude de H2O, mais si on veut écrire OH2, il n'y a aucun problème. C'est juste une question d'habitude. Je crois que je m'étais arrêté là. Alors, une des questions qui va se poser, c'est combien de liaisons covalentes peut faire un atome sans trop se préoccuper pour l'instant avec qui. C'est-à-dire qu'on va travailler avec les atomes comme on va travailler avec les futurs ions. Là, vous avez vu les ions, je vous ai dit par exemple l'atome de soufre, quel ion il peut former. Eh bien, là, si je prends l'atome de soufre, je vous dirais, est-ce qu'il peut faire des liaisons covalentes? Oui, non. Et combien il peut en faire? Et donc, la réponse est la suivante, c'est que seuls les atomes ayant au moins 4 électrons sur la couche périphérique pourront faire des molécules. Et ils font des liaisons covalentes autant qu'ils ont des électrons célibataires sur la couche périphérique. Parce que les doublés, ils sont déjà 2 par 2, c'est pas la peine de rajouter des électrons. Alors, pourquoi est-ce que c'est des atomes qui ont au moins 4 électrons? Je prends un atome qui a 3 électrons, prenons par exemple le bore, pour faire simple. Avec ses 5 électrons. Le bore, il a 2 électrons sur la couche K, et 3 électrons sur sa couche périphérique. 3 électrons célibataires. Il fait partie des atomes qui formeraient un ion positif. Puisque avec le paragraphe précédent, il peut très bien faire ces 3 électrons en les donnant à un atome qui en a besoin, et à ce moment-là, ça me ferait un ion bore 3+. Il perd 3 électrons. Ça, c'est bon pour tout le monde? Si jamais je voulais qu'il fasse des liaisons covalentes, bien, pour faire une liaison covalente, la définition de la liaison covalente, c'est la mise en commun par 2 atomes d'un de leurs électrons célibataires de la couche périphérique pour former une liaison covalente. Donc, le bore, il pourrait former une liaison covalente ici, une liaison covalente ici, une liaison covalente ici, par exemple avec l'atome d'hydrogène, et il apporterait bien à chaque fois un électron supplémentaire là et là. Et une fois que j'ai fini ça, ben mon atome de bore, il a 6 électrons sur sa couche périphérique. Ici, il n'a rien. Parce que pour faire une liaison covalente, il faut apporter un électron à l'autre atome. Donc l'atome de bore ne pourra pas faire de liaison covalente parce qu'il n'a pas assez d'électrons. Et donc, les nombres d'électrons qui sont ici, pour les atomes qui ont moins de 4 électrons, c'est des électrons qu'on va perdre, et non pas des électrons qu'on va chercher à augmenter. Ça va, c'est clair pour tout le monde, ça? Oui. Donc finalement, tous les atomes qui sont susceptibles de faire des ions positifs, donc ceux qui ont... Pas bien de leur mettre un tableau. Ceux qui ont 1, 2 et 3 électrons sur leur couche périphérique. Autrement dit, maintenant qu'on a vu le TP sur le tableau périodique, les atomes de la colonne 1, de la colonne 2 et de la colonne 3. Ces atomes-là ne pourront jamais faire de molécules. Forcément, ils perdront leur électron qui est sur la couche périphérique, et forcément, ça donnera un ion positif. Par contre, les atomes qui ont 4, 5, 6 ou 7 électrons sur la couche périphérique, c'est des atomes qui peuvent gagner des électrons, donc qui peuvent faire des liaisons covalentes. Je vous ai donné l'exemple du carbone avec l'atome d'hydrogène, mais un exemple que vous connaissez tous. Non, on ne va pas le faire comme ça. L'atome, je vous l'ai mis là. Donc un exemple que vous connaissez tous, la molécule d'eau. H2O, pourquoi? Eh bien, O, c'est l'atome O816. C'est donc 8 électrons, 2 sur la couche K, et on l'a dessiné encore lundi, 6 sur la couche L, les 4 premiers célibataires, et les 2 suivants sous forme de doublé. Eh bien, l'atome d'oxygène, il lui manque un électron ici, il lui manque un électron ici. Une des solutions pour obéir à la règle de l'octet, ce serait de faire réagir l'atome d'oxygène avec les atomes d'hydrogène pour que, ici, il y ait un premier atome d'hydrogène qui vienne, qui colle son électron célibataire à celui qui est présent, et ici, j'ai un deuxième atome d'hydrogène qui vient, qui colle son électron au célibataire de l'oxygène. Voilà un atome d'oxygène qui aurait pu former un ion O2-, mais qui peut aussi
former une molécule en complétant sa couche périphérique en faisant des liaisons covalentes. Tout simplement parce que son objectif, c'est de gagner 2 électrons, et on a 2 manières pour gagner des électrons. Soit les arracher à une molécule, pardon, à un atome qui est vraiment plus faible que nous, soit faire des liaisons covalentes avec des atomes qui sont un peu plus faibles que nous, mais qui savent se défendre quand même, si je puis dire. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Oui? Non? Ou vous êtes apathique parce que c'est vendredi soir et qu'il ne vous reste plus qu'une heure avant d'être en week-end? Plutôt la deuxième solution? Alors, on met tout ça en propriété. Seuls les atomes seuls les atomes qui ont au moins 4 électrons sur leur couche périphérique, seuls les atomes qui ont au moins 4 électrons sur leur couche périphérique pourront faire des liaisons covalentes. Seuls les atomes qui ont au moins 4 électrons sur leur couche périphérique pourront faire des liaisons covalentes. Et on termine. Ils feront autant de liaisons covalentes, qu'ils ont d'électrons célibataires, sur leur couche périphérique. Autant de liaisons covalentes qu'ils ont d'électrons célibataires sur leur couche périphérique. On pourrait faire un mixte. C'est-à-dire que l'atome d'oxygène, il pourrait bien piquer un électron à un atome et faire une liaison covalente avec un autre. Le mix n'est pas notre programme. Je crois que je vous en ai parlé mardi. Nous, les ions, on les fera uniquement avec des atomes, comme on a vu dans notre paragraphe précédent. Et soit on fait un ion, soit on fait une molécule, mais on ne fait pas un mélange des deux. Par contre, même si je pouvais faire un mélange des deux, le bord ne ferait pas de molécule. On pourrait imaginer, par exemple, parce que avec uniquement les propriétés que je vous ai fait écrire, quelqu'un pourrait me dire, bah, écoutez, le bord, il récupère un électron célibataire en allant l'arracher à un atome, sodium ou autre, et puis ensuite il fait 4 liaisons covalentes. Ça, en fait, ça ne marche pas. Avec les propriétés que je vous ai fait écrire, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Mais concrètement, dans la nature, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les atomes des colonnes 1, 2 et 3 ne font pas de molécules, en tout cas au lycée. Après, en laboratoire, je vous ai dit, on fait un peu ce qu'on veut. Ils font des bricolages qui sont assez intéressants, mais bon. Donc, voilà. Et donc, les atomes qui ont 4, 5, 6 ou 7 électrons sur une couche périphérique, bah, ils peuvent faire soit des ions, soit des molécules, sauf ceux qui en ont 4, parce que eux, ils n'ont pas assez d'électrons pour pouvoir faire un ion. Voilà, ça c'est bien clair pour tout le monde? Alors, je commence à compliquer. Pourquoi? Eh bien parce que je vous ai dit que la matière, à l'état naturel, c'était soit des molécules, soit des ions, très peu d'atomes. Ceux qui font les atomes, c'est par exemple les métaux. Et les métaux, en dehors de l'aluminium, du magnésium, nous, cette année, on n'a pas ça au programme. Mais, de manière un peu contradictoire, je vous ai dit, lundi, quand je vous ai parlé un petit peu des différents atomes que l'on a vus, le carbone, vous en avez plein autour de vous.
quand vous écrivez avec du crayon papier, l'amine, c'est du carbone. Et le carbone, enfin, c'est ce qu'on appelle du charbon, c'est que des atomes de carbone. Comment je peux concilier le fait que j'ai que des atomes de carbone avec le fait que ça obéisse à la règle de l'octet? Et donc, pour illustrer ça, je vais prendre un exemple un petit peu plus simple. L'air. Vous avez vu au collège que les deux composants essentiels de l'air, c'est quoi? Oui? Ouais, l'oxygène. Et puis celui qui est là en plus grand nombre, 20% d'oxygène à peu près. Et l'autre, c'est, oui, voilà, l'azote. Par contre, quand je dis oxygène, vous comme moi, on dit oxygène. Mais quelqu'un qui serait purement chimiste, il ne dit pas oxygène. Il dit quoi? Dioxygène. Il dit dioxygène. Pourquoi? Parce que l'oxygène qui est dans l'air, en fait, il est sous forme moléculaire, c'est O2. Donc ça veut dire que l'oxygène de l'air est présent sous forme d'une molécule qui contient 2 atomes d'oxygène. Concrètement, avec ce qu'on a vu en termes de liaison covalente, qu'est-ce que c'est qu'une molécule de O2? Donc pour ça, je refais comme j'ai fait tout à l'heure, on dessine l'atome d'oxygène. L'atome d'oxygène, c'est 2 électrons sur la couche K, 6 électrons sur la couche L. Vous vous rappelez, les 4 premiers célibataires et les 2 suivants qui viennent faire des doublés électroniques. Et j'ai 2 atomes d'oxygène. Voilà mon atome numéro 1. Je dessine le deuxième atome à côté. Voilà. Et maintenant, il faut que je forme la molécule O2. Et vous vous rappelez dans la définition que je vous ai donnée dans une molécule, c'est des atomes qui sont reliés par des liaisons covalentes de manière à ce que chaque atome obéisse à la règle de l'octet. Donc c'est clair, je vais relier mes 2 atomes d'oxygène par une liaison covalente, puisque c'est la définition. Qu'est-ce que je peux faire par exemple? Oui. Voilà. La première idée, j'ai un électron célibataire, je les mets ensemble, c'est exactement la définition de la liaison covalente. Sauf que si je ne fais que ça, mes 2 atomes d'oxygène sont bien reliés, ça forme bien un ensemble, mais par contre, ce n'est pas une molécule, parce que lui, il n'obéit pas à la règle de l'octet, et lui, il n'obéit pas à la règle de l'octet. Et effectivement, la solution, c'est celle que suggère votre camarade, c'est-à-dire que j'ai bien ces 2 électrons-là qui vont se mettre ensemble, mais j'ai aussi ces 2-là qui vont se mettre ensemble. Et là, on a une molécule qui est un peu plus compliquée parce que je n'ai pas une liaison covalente entre 2 atomes. J'ai 2 liaisons covalentes. On va noter tout à l'heure, c'est ce qu'on va appeler une double liaison covalente. Pourquoi c'est compliqué d'avoir 2 liaisons covalentes? Imaginez que je veuille dessiner ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Essayez de visualiser. J'ai ici 2 atomes d'oxygène. On est bien d'accord, les atomes ils sont sphériques. Mes 2 atomes doivent se toucher en 2 points. Je dois avoir un contact avec ces 2 électrons, je dois avoir un contact avec ces 2 électrons. Tous ceux d'entre vous qui ont regardé un petit peu près, vous savez les tas d'oranges ou les tas de pommes qu'il y a dans le supermarché. Quand vous mettez 2 oranges l'une au-dessus de l'autre, ça se touche en un point, pas en 2. Ou alors c'est qu'il y a une orange qui est pourrie, elle s'écrase complètement. Donc ça devient très difficile. C'est pour ça qu'on parle de double liaison covalente. C'est parce que ce genre de phénomène-là, ça va déformer les atomes. Ils ne vont plus être sphériques. Pour que je puisse avoir une double liaison covalente, je vais avoir, si je représente ma molécule, la couche K, on met 2 électrons. Et après, je vais avoir mes 2 doublés qui sont ici. Même chose là, c'est peut-être un peu loin. Et en fait, pour avoir une, 2 liaisons, mes 2 couches périphériques vont se déformer et les atomes vont, entre guillemets,
s'aplatir au niveau de mes deux liaisons covalentes. Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. Je ne peux pas avoir deux sphères qui se touchent en deux points. C'est pas possible. Donc, du coup, je déforme mes atomes. Ça devient une liaison covalente qui est plus compliquée, une double liaison covalente qui est plus compliquée à cause de cette déformation. Par contre, c'est très fréquent. L'atome d'oxygène, c'est 20% de l'air. Je ne sais pas si vous avez la moindre idée du nombre de molécules d'air qu'il y a sur Terre, mais on parle de milliards de tonnes. Oui. Alors, non. Pour que, avec votre idée, en fait, il faudrait que j'ai 4 liaisons covalentes. Et en fait, on va voir qu'on peut faire 2 liaisons covalentes, comme ça. Il y a un deuxième atome, donc l'autre composant de l'air, le diazote. Parce que je ne sais pas si vous savez, l'azote, c'est 7 électrons. Entre guillemets, c'est un manque d'oxygène. Autrement dit, l'azote, c'est 3 électrons célibataires. Donc la molécule de N2, quand je la dessine, c'est encore pire que ça. Ça vous fait un truc qu'à ça. Le noyau, la couche K, le noyau, la couche K. Donc c'est les atomes 7, 14. Et j'ai ici 3 liaisons covalentes. Les doubles électroniques qui étaient déjà présents sur la liaison covalente, il est en pointe là-bas. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, même si c'était une surprise que les électrons tombent deux par deux, tout ça c'est négatif. Or, les électrons ont tendance spontanément à se repousser. Donc là, il y a une concentration sur un petit espace de 6 charges négatives, c'est une grosse tension. Autrement dit, ici, c'est assez fragile. Faire 4 liaisons covalentes, ça ne marche pas. L'idée, ce serait par exemple l'atome de carbone qu'on a vu, qui est à 4 liaisons covalentes avec un autre atome de carbone. Toujours pareil, en laboratoire, on le fait. Ce n'est pas un problème. Il suffit de mettre l'énergie, etc. Mais dès qu'on laisse 4 liaisons covalentes ensemble, spontanément, ça éclate. Oui, ça ne fait pas une explosion, un truc comme on a pu voir avec le sodium et le potassium. Simplement, les atomes, hop, ils se séparent. C'est tout. Chacun va de son côté. Donc ça, c'est le maximum, 3 liaisons covalentes. On retrouve encore le chiffre 3. On pouvait prendre de 1 à 3 électrons au maximum. On pourra faire de 1 à 3 liaisons covalentes au maximum. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, on met ça en propriété. Entre certains atomes, on peut avoir, deux liaisons covalentes. Entre certains atomes, on peut avoir deux liaisons covalentes. Entre parenthèses, on parle de double liaison covalente. On peut avoir deux liaisons covalentes. Entre parenthèses, on parle de double liaison covalente. Ou trois liaisons covalentes. Ou trois liaisons covalentes. Ou trois liaisons covalentes. Entre parenthèses, on parle de triple liaison. Ou trois liaisons covalentes. Entre parenthèses, on parle de triple liaison. Mais jamais 4 liaisons. Mais jamais 4 liaisons. Alors, attention, ça je ne vous le fais pas écrire, hein.
Mais quand je vous dis qu'un atome ne pourra pas, quand je vous dis qu'entre deux atomes, il ne pourra jamais y avoir 4 liaisons covalentes. Entre deux mêmes atomes. L'atome de carbone, il aura ces 4 liaisons covalentes. S'il y a 4 électrons célibataires, il fera 4 liaisons covalentes. Mais il fera ces 4 liaisons covalentes au minimum avec 2 atomes. On peut imaginer par exemple que ces 4 liaisons covalentes, ce sera 2 fois 2. C'est le cas par exemple de la molécule CO2. L'atome de carbone fait 2 liaisons covalentes avec un oxygène, puis 2 liaisons covalentes avec un autre oxygène. On peut imaginer que les 4 liaisons covalentes, c'est 3 avec un atome et puis 1 avec un deuxième atome. C'est l'acide cyanhydrique, HCN. Le C a 3 liaisons covalentes avec l'azote et puis une liaison covalente avec un hydrogène. Donc quand j'ai 4 liaisons covalentes à faire, au moins j'ai 2 atomes. Ou alors c'est comme on avait fait avec le méthane, carrément 4 liaisons covalentes avec 4 atomes différents. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que si je reprends mon atome d'oxygène, des fois il fait des doubles liaisons covalentes, puis des fois il fait des liaisons covalentes simples? Ah, c'est une bonne question. Hein. Allez pas chercher quelque chose de très compliqué. Qu'est-ce qui fait que parfois l'atome d'oxygène fait une double liaison, comme ici, ou parfois il fait des liaisons covalentes simples, simplement? Oui. Voilà. Ça dépend tout simplement de l'atome avec lequel je mets en contact. Si dans mon flacon, j'ai que de l'oxygène, et il n'y a que de l'oxygène, il fera des molécules O2, parce qu'il va réagir avec lui-même. Si dans mon flacon, je mets de l'oxygène, et puis à côté, je mets de l'hydrogène, eh bien, mon atome d'oxygène va réagir avec l'hydrogène, et on l'a vu tout à l'heure, ça fait la molécule d'eau avec 2 liaisons covalentes simples. Ce qui va définir la forme de vos liaisons covalentes, c'est avec quel autre atome je travaille. Ah, voilà. D'accord sur le principe? Alors, voilà. On a vu les différentes choses pour les liaisons covalentes. Qu'est-ce que je vais vous demander comme type de travail? Eh bien, un peu la même chose que je vous ai fait faire comme application pour les ions, c'est-à-dire je vous donne un atome et je vous demande de savoir est-ce qu'il peut faire des liaisons covalentes? Oui ou non. Et s'il peut faire des liaisons covalentes, combien il en fait? Comme pour les ions, je ne cherche pas à savoir avec qui il les fera. Et par exemple, ma question, dessiner l'atome d'azote. L'atome d'azote peut faire combien de liaisons covalentes? L'atome d'azote a 3 électrons célibataires, l'atome d'azote fera 3 liaisons covalentes. Dessiner l'atome de chlore, combien de liaisons covalentes peut-il faire? L'atome de chlore a 7 électrons sur sa couche périphérique, il a donc un électron célibataire, il fera une liaison covalente. Il peut la faire avec de l'oxygène, il peut la faire avec de l'hydrogène, il peut la faire avec du chlore, il fait ce qu'il veut, mais il n'en fera qu'une. Et puis la deuxième chose que je peux vous demander, c'est ça. Dessinez-moi telle molécule. Et même si la question n'est pas compliquée, vous le voyez, hein, ça fait quand même quelque chose de long. Parce que je dois dessiner ma structure électronique, puis ensuite je regarde comment ça s'adapte. Et quand je vous dis que c'est quelque chose de long, finalement, ça va ça. Imaginez qu'on prenne la molécule d'huile. Vous savez, l'huile de cuisine, là. Il y a plusieurs types d'huile de cuisine. Il y en a une, c'est ça. Si je vous demande de dessiner ça, je dois dessiner 17 atomes de carbone, 2 atomes d'oxygène et 34 hydrogènes. Et je dois imaginer comment tout ça va se goupiller. Vous en avez pour 1 heure. Hein. Et donc, représenter une molécule avec la méthode qui est ici, c'est long. Donc, on va essayer de trouver un système qui permet de représenter les molécules, mais de faire un travail qui est plus simple. Celui qui a trouvé cette idée, c'est M. Lewis. Alors, je vous explique le principe, et puis après, je vous le fais écrire. Et ça va être un petit peu comme les règles de Pauli, ça va être plus long à écrire que à faire. Je travaille sur la molécule d'ammoniac. Vous savez, l'ammoniac, les bouteilles que l'on prend pour désinfecter, enfin pour nettoyer. Donc c'est l'ammoniac. La formule, c'est NH3.
Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, l'atome d'azote a 7 électrons, 2 sur la couche K et 5 sur la couche L. 1, 2, 3, 4 et 5. Et il se relie avec 3 atomes d'hydrogène parce que j'ai 3 électrons célibataires. Donc, j'ai un premier atome d'hydrogène qui va venir ici, un deuxième atome d'hydrogène qui va venir ici, et un troisième atome d'hydrogène qui va venir ici. Jusqu'à là, c'est bon? C'est clair pour tout le monde, le système? Oui? Non. C'est juste pour vous expliquer comment M. Lewis a travaillé. Et donc, l'idée de M. Lewis, c'est la suivante, c'est je veux bien dessiner les molécules, parce que de toute manière, je n'ai pas le choix, il va falloir que je fasse le travail, ne serait-ce que pour montrer ce que je fais aux autres personnes. Mais je ne veux pas passer 3 heures à les dessiner. Donc, comme je ne veux pas passer 3 heures à les dessiner, dans une molécule, qu'est-ce qui est important? Et donc, qu'est-ce que je dois obligatoirement mettre? Et qu'est-ce que je ne suis pas obligé de mettre? Première idée de M. Lewis, finalement, les noyaux, je ne suis pas obligé de les dessiner. Je ne suis pas obligé de les dessiner parce que, 1, je sais qu'ils existent, et 2, finalement, ils ne servent pas à grand-chose. Enfin, ils ne servent pas à grand-chose. Ils sont là, c'est important qu'ils soient là. Mais au niveau de mes liaisons chimiques, ils ne servent à rien. Deuxième idée de M. Lewis, les 2 électrons de la couche K au niveau de la liaison covalente, ils ne servent à rien aussi. Donc ces 2 électrons de la couche K, je ne suis pas obligé de les dessiner. Ça, c'est important. Ça, je dois les dessiner parce que c'est là que j'ai mes liaisons covalentes. C'est mes couches périphériques. Donc finalement, ce qui est vraiment important, c'est de dessiner les couches périphériques. Mais par contre, ce qui n'est pas important, c'est que je sais, et tout le monde le sait, que les électrons tournent autour du noyau sur les couches périphériques. Donc ce qui est important, c'est où sont mes électrons. Mais finalement, ça, je m'en moque un peu. Oui. Parce que ce qui est important, c'est les liaisons covalentes. Voilà, là j'ai l'essentiel. C'est vraiment tout ce qui est important. Par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors ça ne veut rien dire du tout. Hein. J'ai 8 points, répartis en 2 x 4, c'est très beau, mais qu'est-ce qu'il faut que je mette quand même qui est important? Là, j'ai bien mes liaisons covalentes, j'ai tout ce qu'il faut. Et voilà. Finalement, je ne sais pas de quoi je parle là. Hein. Oui. Alors, on pourrait mettre le nom de la couche, oui. Mais finalement, comme je vous l'ai dit, les couches intérieures ne m'intéressent pas. Donc, je sais que c'est les couches périphériques. Non, il y a beaucoup plus simple que ça. Il y a beaucoup plus simple parce que vous l'avez en tête, vous y pensez même plus, mais bah ouais, c'est plus que appartient à qui? J'ai quoi comme atome là? Vous voyez? Vous le savez parce que je suis parti de la molécule d'ammoniac. Mais si je vous dessine que ça, vous ne savez pas quels sont les atomes représentés. Donc en fait, pour représenter les atomes, on va représenter les atomes où ils sont et par l'écriture la plus courte, c'est-à-dire leur symbole. Donc je représente ici en disant, tiens, là au centre, j'avais l'atome d'azote. Ici, j'avais un atome d'hydrogène. Ici, j'avais un atome d'hydrogène. Ici, j'avais un atome d'hydrogène. Et là, j'avais rien du tout parce que c'était le doublet qui appartenait à l'azote au départ. Donc là, je sais que j'ai une molécule avec 3 hydrogènes et un azote, que l'azote est au centre et qu'à chaque fois, j'ai une liaison covalente. J'ai bien gagné en termes de rapidité de dessin et j'ai vraiment tout ce qui est important. Il a encore simplifié les choses. Parce que dessiner 2 traits, enfin 2 ronds l'un à côté de l'autre, même ça, il trouvait que c'était long. N'oubliez pas, hein, son objectif, c'est de dessiner ça. Et encore, aussi curieux que ça puisse vous paraître, ça, c'est une petite molécule. Vous avez entendu parler des protéines? Le terme protéine en SVT, ça vous dit quelque chose quand même. Un peu oui, un peu non quand même. Hein. Les protéines, vous êtes à plusieurs milliers d'atomes. Donc on en est à dessiner ça par ordinateur, à faire un programme spécial pour dessiner les protéines, enfin c'est compliqué. Donc l'ADN c'est plusieurs millions d'atomes, enfin vous voyez, dès qu'on travaille sur les molécules du vivant, c'est tout de suite beaucoup d'atomes. Donc on a besoin d'un truc qui soit ultra efficace, ultra rapide. Et donc M. Lewis a dit que plutôt que faire 2 électrons,
puisqu'on parle d'une liaison covalente, je vais mettre un trait entre les deux. Et moi, je saurai, parce que ce sera défini, qu'un trait, c'est 2 électrons. Et donc, il met un trait qui est dirigé dans le sens de la liaison covalente. Donc, je mets un trait qui va relier mes atomes de la liaison covalente. Et puis, pour le doublet qui est là, qui entre guillemets sert à rien parce qu'il était déjà sous forme de doublet, pareil, je vais mettre un trait, mais je vais mettre un trait comme ça parce que finalement, il est relié à rien. Voilà la molécule de NH3, dessinée avec la méthode de M. Lewis. Ce qui fait que mon C17H34O2, en fait, ça devient plus facile. Ça fait ça. Bon, puis ici, je continue avec mes 17 électrons, mes 17 atomes de carbone. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus rapide. Je n'ai même pas besoin de 5 minutes pour la dessiner. Là, j'arrête parce qu'il faudrait que j'aille au bout du tableau, donc je vais passer mon ammoniac. Est-ce que c'est compris l'idée? Oui? Alors, allons-y. Je mets le nom de M. Lewis au tableau. Et il n'a même pas eu de prix Nobel, M. Lewis. C'est pas juste. Allons-y. Donc, vous notez méthode de Lewis. Donc, méthode de Lewis. On va représenter. Méthode de Lewis. On va représenter les molécules. On va représenter les molécules de manière simplifiée. On va représenter les molécules de manière simplifiée avec la méthode suivante. De manière simplifiée avec la méthode suivante. Avec la méthode suivante. Premièrement, les noyaux des atomes sont représentés, les noyaux des atomes sont représentés par le symbole de leur nom. Les noyaux des atomes sont représentés par le symbole de leur nom. Deuxièmement, on ne représente que les électrons. On ne représente que les électrons des couches périphériques. On ne représente que les électrons des couches périphériques. Troisièmement, un électron célibataire est représenté par un point. Un électron célibataire est représenté par un point. Ça, sur le fond, ça ne change pas. Un électron célibataire est représenté par un point. Un doublet électronique par un trait. Un électron célibataire est représenté par un point. Un doublet électronique par un trait. Et enfin, quatrièmement, une liaison covalente. Quatrièmement, une liaison covalente entre deux atomes. Une liaison covalente entre deux atomes
est représentée, une liaison covalente entre deux atomes est représentée par un trait, joignant les symboles, des deux atomes. Voilà, c'est la méthode de Lewis. Alors, à titre d'illustration, vous allez m'en dessiner deux. Dessinez celle-ci. Alors, attention. Quand je vous demande de dessiner celle-ci, ne me faites pas quelque chose comme ça. Faites-moi ça. Et on n'est pas obligé de faire un dessin de molécule qui fasse 7 cm sur 7 cm. Oui. Voilà la molécule d'ammoniac, NH3. Un double électronique pour l'atome d'azote, 3 liaisons covalentes, azote-hydrogène. Mademoiselle Anaya, votre masque. Merci. Alors, deuxième exemple. Comment je vais dessiner ma molécule de diazote? Eh ben, allons-y. Ma molécule de diazote, c'est N2. Et quand je regarde ce qu'il y a ici, je vois bien qu'il y a 3 liaisons covalentes entre les deux atomes d'azote. Et puis les atomes d'azote ont leur double électronique libre, comme j'ai ici. Donc je dessine comme ça. Les deux noyaux sont représentés par les symboles des atomes. Donc je mets mes deux symboles d'atomes l'un à côté de l'autre. J'ai 3 liaisons covalentes. Quatrième règle de Lewis, les liaisons covalentes sont représentées par un trait joignant les symboles des atomes. 3 liaisons covalentes, 3 traits. Premier trait, deuxième trait, troisième trait. Troisième règle de Pauli, les doubles électroniques des atomes sont représentés par un trait. Voilà comment je représente ma molécule N2 que j'ai dessinée ici. Des questions sur le principe? C'est à mon sens un tout petit peu plus compliqué que peut l'être la structure électronique, mais finalement pas beaucoup plus que ça. Avec l'habitude, vous allez voir, ça se fait assez facilement. Voilà pour la molécule N2. C'est bon, tout le monde y est? Alors, je vous ai fait écrire en propriété qu'une molécule, pardon, en définition, qu'une molécule, c'était un ensemble d'atomes qui étaient reliés par des liaisons covalentes, de manière à ce que chaque atome obéisse à la règle de l'octet. Donc, ce qui est clair, c'est que quand je dessine une molécule, il n'y a plus d'électrons célibataires. Et donc, finalement, on se pose la question de ma troisième règle de Pauli, de Lewis. Pourquoi je vous dis qu'on représente un électron célibataire par un point, puisque de toute manière, dans mes molécules, je n'aurai pas d'électrons célibataires. Bien, monsieur Lewis, il a dit que finalement, cette méthode-là, ça marchait aussi avec les atomes et les ions. C'est-à-dire que je peux représenter en notation de Lewis les atomes. Bon, les ions, c'est plus facile. Il y a juste des électrons sur la couche périphérique. Mais je peux représenter les atomes. C'est-à-dire qu'au lieu de dessiner l'argon, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, eh bien, je dessine que la couche périphérique, l'atome d'argon, le noyau, c'est AR, et, j'espère que vous vous souvenez, l'atome d'argon avec ses 18 électrons, il y a 8 électrons sur la couche périphérique, 4 doublés. Voilà l'atome d'argon dessiné en notation de Lewis. L'atome d'azote, 3 électrons célibataires, un doublé électronique. L'atome d'azote, ah zut, j'ai dessiné un truc que vos camarades peuvent pas voir. Bon, je dessine ici. L'atome d'azote en tant qu'atome, c'est
un doublet électronique, 3 électrons célibataires. Ça va beaucoup plus vite. Alors, ça va beaucoup plus vite à condition d'utiliser tout ce qu'on a comme habitude. Par exemple, ici, je me souviens d'élèves, quand je leur demandais de représenter les atomes en notation Lewis, bon, en exercice, quand on va le faire tout à l'heure, vous faites comme vous voulez, quelque part. Mais en devoir, vous faites aussi comme vous voulez. Mais il y a une question de temps qui intervient. Vous avez vu, quand il y a des devoirs, il ne faut pas traîner. Et donc, les élèves dont je vous parle, quand je leur demandais l'atome en notation Lewis, ils dessinaient d'abord la structure électronique de l'atome, et ensuite ils dessinaient ça. C'est-à-dire qu'ils faisaient l'atome d'azote, les 2 électrons sur la couche K, ensuite la couche L, 1, 2, 3, 4, et un 5e électron ici. Si vous dessinez déjà ça, pour ensuite avoir ça, objectivement, à quoi ça sert de faire ça? Oui, on ne gagne pas de temps, puisqu'on fait les deux. C'est là qu'intervient le tableau périodique. Le tableau périodique, vous vous rappelez, hein, les atomes sont rangés dans une même colonne parce qu'ils ont le même nombre d'électrons sur leur couche périphérique. Et que ce nombre d'électrons qu'il y a sur la couche périphérique, c'est le numéro de la colonne. Donc finalement, pour dessiner ça, je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de mon tableau périodique. L'atome d'azote appartient à la 5e colonne. L'atome d'azote a 5 électrons sur la couche périphérique. 5 électrons sur la couche périphérique, c'est un doublé et 3 célibataires. Et si je prends l'atome de plomb, de mémoire, je crois que c'est 82 électrons, mais je ne suis pas sûr. Et enfin, presque tout en bas. C'est combien l'atome de plomb là? Je n'ai pas mon tableau sur moi. Je vais regarder. Merci. L'atome de plomb, Z égale 82. C'est un truc genre 208 ou quelque chose comme ça. 82 électrons. Alors, premier point, l'atome de la structure électronique de l'atome de plomb, vous vous rappelez, hors programme. Je ne demanderai pas de la dessiner. Mais je peux vous demander de dessiner l'atome de plomb en notation Lewis. Donc, si je veux commencer à faire un truc comme ça avec 82 électrons, c'est clair, ça va me prendre 5 minutes. Alors qu'en notation de Lewis, l'atome de plomb, pour ceux qui ont le tableau sous les yeux, c'est quelle colonne? C'est la colonne 4. 4 électrons sur la couche périphérique. Et moi, après, derrière, et vous, j'espère, 4 électrons sur la couche périphérique. 1, 2, 3, 4. Terminé. J'ai représenté la notation de Lewis de l'atome de plomb. Il a 4 électrons sur sa couche périphérique. Ça m'a pris 30 secondes. Et ensuite, si je veux insérer l'atome de plomb dans une molécule, 4 électrons célibataires, je sais que mon atome de plomb va devoir faire 4 liaisons covalentes. Je ne sais pas encore avec qui, mais je sais qu'il va devoir faire 4 liaisons covalentes. Le tableau périodique, c'est pour ça qu'il est construit sous cette forme-là. C'est parce qu'il va nous aider à travailler sur les molécules, éventuellement sur les ions aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais poser comme question? Je vais vous demander de me faire ça. Des dessins de molécules en notation de Lewis. Application. Représenté en notation de Lewis. Oula. Ouais, bon, on n'aura pas le temps de la corriger. Hein. Représenté en notation de Lewis les molécules suivantes. Représenter en notation de Lewis les molécules suivantes. Alors, je vous les mets au tableau. La molécule O2. Ensuite, la molécule O3.
Ensuite, la molécule H2O. La molécule CO2. Et enfin, la molécule SO2. Et je vous rappelle les symboles des atomes. Mademoiselle Ben Abdallah, c'est bon? Vous avez pu voir? Vous voulez que je les réécrive un petit peu au-dessus? C'est bon? Et donc je vous rappelle que les 4 atomes dont j'ai besoin, l'hydrogène, l'oxygène, le carbone et le soufre, voilà, leur notation, leur symbole, c'est H11, O816, C612 et S1632. Pourquoi je vous rappelle ça? Par rapport à ce que je viens de vous dire. Je vous rappelle ça parce que grâce au numéro qui est ici, donc le numéro atomique, vous allez pouvoir retrouver ces atomes dans le tableau périodique. Et en retrouvant ces atomes dans le tableau périodique, vous saurez à quelle colonne ils appartiennent. Donc vous pourrez dessiner leur couche périphérique. Et donc savoir combien de liaisons covalentes ils vont avoir besoin. Sur un truc comme ça, enfin, on va en parler la semaine prochaine quand on va faire la correction. Moi, je vous recommande de dessiner les atomes en notation Lewis et de voir ensuite comment on peut les combiner. Pour reprendre l'exemple de ce qu'on a fait tout à l'heure, la molécule O2, ben, mon atome d'oxygène, il est sur la colonne numéro 6, 2 doublés électroniques, 2 électrons célibataires. Et on en a parlé tout à l'heure quand on a fait le dessin. Là, j'ai représenté mes 2 atomes d'oxygène en notation Lewis. Comment je vais faire pour en faire une molécule? Oui. Voilà, on retrouve la même idée que tout à l'heure. Mes 2 électrons célibataires vont faire une liaison covalente. Mes 2 électrons célibataires vont faire une deuxième liaison covalente. Ma molécule O2, ça va donc être mes 2 atomes d'oxygène avec les 2 liaisons covalentes. Et puis ici, les 2 doublés électroniques que je décale un petit peu pour que ça fasse une molécule bien symétrique. Donc, sans que ce soit une obligation, au brouillon, je dessine mes atomes en notation Lewis, et ensuite je regarde comment je peux combiner mes atomes pour faire la molécule. Vous me faites les 4 autres pour la semaine prochaine? Enfin, on corrigera les 4 autres lundi. Bon, je ne sais pas si vous avez fait attention et que vous avez entendu le ministre hier. On est parti pour faire des cours de quinzaine comme ça, au moins jusqu'aux vacances. Ah, zut, j'ai encore oublié.